Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Chacune de ces compétences peut faire l'objet d'une vie entière. Et pourtant, il a plusieurs compétences et il a réussi à trouver la cohérence entre ces 5 ou 6 grandes qualités. Il est journaliste, il est comédien, il est metteur en scène, il est écrivain, il est philosophe. Et ce qu'il ne dit pas, il est aussi extrêmement politique. Lui, c'est l'invité de ce soir, c'est Tchèque Fita, que j'ai le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir sur ce plateau. Tchèque Fita, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kalengai, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est donc un grand plaisir pour moi. Vous voyez que je perds un peu mes moyens dès le début de l'émission. Parce que inviter Tchèque Fita, c'est en réalité faire appel à toute notre jeunesse. C'est en même temps faire appel à toutes les interrogations non résolues. Tchèque Fita, pour ceux de notre génération, est parmi les monuments qui ont forgé notre jeunesse, notre enfance. Il passait avec un chariot plein de culture, plein de connaissances, plein d'ouvrages, et il nous a embarqués dans son sillage et on n'en sort pas. On est là aujourd'hui avec vous sur ce plateau pour parler un tout petit peu de tout ça. Une vie au service de la culture. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de Tchèque Fita. Vous êtes dramaturge, parmi les plus prolixes. Vous avez écrit des pièces de théâtre. Vous avez joué au théâtre. Vous avez monté des sociétés de théâtre. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages. Une vingtaine d'ouvrages. Vous avez créé des maisons d'édition. Vous avez créé un journal en ligne qui fonctionne très bien. Et vous avez un magazine qui est publié, congolais de Belgique, un magazine qui sort encore aujourd'hui. Vous êtes donc quelqu'un qu'on ne sait pas présenter. Quand bien vous vous serez présenté vous-même, ça ne sera pas suffisant. Il faut simplement laisser aux gens vous découvrir progressivement. Et c'est le but de cette émission parce que nous voulons fêter quoi? Nous voulons fêter vos 50 ans d'écriture. Voilà 50 ans que vous écrivez. Vous parlez aux âmes. Parce qu'écrire, c'est toucher les âmes. Et je n'ai pas dit, vous êtes aussi un philosophe. Tchèque Fita, Kolwezi, Kinshasa, Bruxelles, voilà ces trois endroits qui peuvent constituer la trilogie de notre émission d'aujourd'hui. Merci. Mais d'abord, l'actualité. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Qu'est-ce qui fait la présence de Tchèque Fita à Kinshasa aujourd'hui? Bon, il faut dire que je viens à Kinshasa 2 à 3 fois par an, pour 2 à 3 mois, parce que j'ai fait 20 ans presque ininterrompus en Belgique, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et donc, je suis revenu au Congo pour la première fois fin 2019. Et depuis je reviens, parce que d'abord c'est mon pays. Et puis vous avez dit, je suis écrivain de théâtre. Le théâtre que j'écris là, c'est pour mes compatriotes d'abord. Et l'humanité ensuite. Voilà. Vous êtes donc à Kinshasa et nous l'avons dit, nous allons essayer de passer en revue quelque chose. Et puisque pour pouvoir célébrer cet homme, nous célébrons la créativité, mais nous célébrons surtout aussi l'engagement. Alors nous rentrons à Kolwezi. Vous publiez une pièce de théâtre qui va faire école, qui s'appelle Moins homme. Moi qui ai aujourd'hui des cheveux blancs, j'ai à peine une dizaine d'années. Quand on joue pour la première fois, Moins homme de Tchèque Fita, c'est un ouvrage qui est écrit en souvenir de cette guerre de 78. Nous l'avons vécu tous à Kolwezi. Oui. Mais comment vous devenez d'abord dramaturge? Parce qu'il n'y a pas d'école pour former les dramaturges. Vous avez fait des études universitaires en philosophie. Vous arrivez à l'écriture comment? Qu'est-ce qui vous pousse à l'écriture et surtout à l'écriture de théâtre? Bien, merci pour la question. Vous savez, j'ai découvert que j'avais le talent d'écrire. Et la découverte, c'était un hasard. C'est en 1976, oui. Je suis en première licence philosophie à l'université de Lubumbashi.
je vais au cinquantenaire, qui est actuellement squatté comme parlement provincial. C'est une salle de théâtre. C'est la plus belle salle de théâtre du pays, en fait. Du pays, oui. C'est là où il y a il y a l'Assemblée provinciale. Voilà. Ils sont en train d'ailleurs de, si ma mémoire est bonne, le président doit avoir inauguré la nouvelle salle de l'Assemblée provinciale. Tant mieux. Donc on peut récupérer la salle de théâtre. C'est une bonne nouvelle, on fera tout pour récupérer ça. Voilà. Et donc, j'assiste à un spectacle, parce qu'à l'époque, le campus de Lubumbashi et le cinquantenaire, c'est pas trop loin. Hein, donc, chaque semaine, chaque week-end, on allait au théâtre. Et je vais assister à un spectacle. Entre parenthèses, quand j'étais aux Humanités à Kolwezi, j'ai fait du théâtre sous la direction d'une dame qui s'appelait Dassas Colette. On a joué les pièces classiques de l'époque et quelques pièces africaines qui commençaient à émerger. Et donc, dans la salle, là, c'était une troupe de l'université. Ils jouent durant 1 heure de temps. Je m'ennuie. Je vois beaucoup de failles. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas le théâtre. Moi, je peux faire mieux. C'est comme ça que c'est parti. Et vous le dites sans savoir que vous en aviez les talents. Oui, sans savoir. Oui, l'intuition. Parce que, non, j'étais scandalisé. Je dis, mais moi, par rapport à ce que j'avais déjà fait, non, c'était pas ça. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à écrire ma toute première pièce, qui est d'ailleurs parmi les livres. Dans les 10 livres que j'ai publiés, on en parlera peut-être. Et donc, j'ai écrit cette pièce-là, Morte avant terre. Et quelle est la trame de cette pièce-là? À l'époque, beaucoup de gens ne le savent pas, il y avait eu ce qu'on appelait la zaïrianisation. Mobutu avait zaïrianisé les biens des Blancs. Il a donné aux Zaïrois. Et il y a eu une classe sociale qui est apparue, les acquéreurs. Oui. Bon, c'était des intouchables. Bon. Ils avaient des moyens qui tombaient du ciel, quoi. Voilà. Et donc, dans cette pièce-là, il y a un personnage comme celui-là. Et donc, il y a certains travers de la société qu'ils ont amenés et que j'ai donc épinglé dans cette pièce. C'est comme ça que ça a commencé. Et tout de suite là, vous avez commencé comme ça? Oui, j'ai commencé. J'ai écrit cette pièce presque d'un trait. J'ai écrit. Mais les règles des jeux, les personnages, les intrigues, tout ça, c'est venu. Non, donc vous avez capté d'en haut. Là, oui, c'est vrai. Là, vraiment, on appelle ça, c'est une inspiration. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé. Là, vous rejoignez un autre dramaturge qui dit souvent qu'il reçoit. C'est Katendeka que nous saluons au passage dans cette émission. Exact. Alors, parce que le dernier livre, un des derniers livres que vous avez publié, c'est d'ailleurs sur la tragédie même de notre société. Là, c'était avec les acquéreurs, mais ici, c'était avec le coronavirus. Vous avez publié un livre sur cette maladie. D'ailleurs, on voudrait, le ministère de la Santé nous dit qu'il y a des risques de retour de cette maladie, qu'il faut que nous puissions reprendre les mesures barrières. Vous avez écrit, et nous allons d'abord suivre un tout petit peu la sortie de ce livre. Vous avez publié cet ouvrage. Alors nous allons voir qu'est-ce qu'elle a été la sortie du coronavirus. Dans 1 minute 30, nous revenons sur ce plateau. Suivons. Les éditions OSEM annoncent au public la sortie de presse du livre Coronavirus, redevenir homme de Cheikh Fita, écrivain congolais vivant en Belgique. Coronavirus, redevenir homme est un témoignage poignant de l'auteur qui a été interné dans l'unité Covid-19 d'un hôpital bruxellois. Témoignage suivi d'une réflexion philosophique profonde sur la pandémie du coronavirus et les responsabilités passées et à venir de l'homme. Si l'homme ne veut pas vivre dans le futur, une expérience pire que celle-ci. Coronavirus, redevenir homme, œuvre d'un auteur au long parcours, 40 ans d'écriture, décideur politique, intellectuel, étudiant, responsable d'organisations nationales et internationales, activiste de droits de l'homme. Coronavirus, redevenir homme de Cheikh Fita, à lire et à faire lire. Disponible à Kinshasa. Contact édition-ocm@congo-discovery.net. À Bruxelles, pour la Belgique et l'Union européenne, vente en ligne via un formulaire sur le site www.congodiscovery.net. Contact ocm-bruxelles@congo-discovery.net.
Nous revenons sur ce plateau. Il se mélange dans cet ouvrage un témoignage, une douleur, une expérience personnelle, mais surtout aussi en même temps un désir de transmettre, d'alerter. Alors, je suis surpris d'apprendre que non seulement vous écrivez sur le corona, mais vous étiez à l'hôpital. Oui, hélas, j'étais à Kinshasa quelques mois plus tôt. Je rentre à Bruxelles. Déjà, en mars, on commence à parler du corona. Bon, vous savez, avec les médias, on ne peut pas deviner ce qui va faire un buzz, ce qui va faire la une. Bon, et début avril, je sens des états fébriles, 38 degrés, tous les jours. Mon épouse, elle est infirmière, elle dit c'est pas normal. Elle me donne ce qu'il faut. Durant une semaine, ça ne finit pas. Je dis c'est pas possible. Alors, le samedi, le premier samedi du mois d'avril, je téléphone à un ami médecin qui a une clinique à Bruxelles. Je lui décris ce que je lui dis. Cheikh, tu as le coronavirus, va vite dans une institution médicale. Il me donne le nom de la clinique où je devais aller. Je suis allé, mon épouse m'a accompagné, j'arrive. À l'époque, vous parlez des mesures barrières, mais c'était même peint en rouge, parce qu'il y a des endroits où les gens ne pouvaient même plus passer. Avant d'entrer dans l'hôpital, oui. Comme on devait marcher 50 mètres, je n'ai pas pu terminer les 50 mètres. Vous étiez déjà Oui, je n'avais plus de souffle, j'ai même vomi. Mon épouse m'a soutenu, je suis entré. On a fait quelques examens, on a dit, monsieur, vous êtes interné. Donc voilà, j'ai fait 10 jours là-bas, le reste dans le bouquin. Et donc, c'était un choc. Personne ne s'y attendait. Et bon, après, Dieu merci, j'en suis sorti vivant. Et j'ai dû être maintenant isolé durant 15 jours. Et ce livre, je l'ai écrit durant les 15 jours d'isolement où je ne pouvais pas aller dehors. J'étais dans la chambre. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Vous avez écrit. Et j'ai écrit. Et l'écriture ici a servi de catharsis, voilà. Parce que l'écriture vous a soigné. Oui, quand même. Alors, je vais lire un tout petit peu, parce qu'il y a tellement de choses que vous avez faites. Je vous ai dit qu'il faut plusieurs vies pour rencontrer Cheikh Fita. Vous dites, dans ce livre, vous dites, le génie de l'homme. L'homme a réalisé tellement de progrès que parfois, il semble ne pas être conscient de son grand pouvoir. Les 6 grandes réalisations étant devenues normales. Elles ne sont pas normales. Elles sont une prouesse. Elles sont les fruits de beaucoup de travail, des sacrifices, des millions de personnes durant des siècles. Le patrimoine de l'humanité est gigantesque. L'homme, c'est également un génie. Dans la vie quotidienne, nous les hommes, nous ne faisons même plus attention au fait qu'être homme n'est pas une affaire aussi mince ni banale que cela. 2 phénomènes au moins caractérisent l'homme. La pensée et la parole, avec tout ce que cela implique, et puis la capacité de transformer la nature. Vous voyez, je ne vais pas aller loin, parce que ces livres, moi, je vous le conseille. Il faut l'acheter, il faut le lire, parce que nous sommes tous frappés par des maladies. Parfois, nous sommes seuls dans nos maisons. Parfois, nous n'avons pas la force de résister face aux calamités de la vie. Mais dans ce livre, Cheikh Fita nous dit, l'homme a des ressources impossibles, inouïes, pour pouvoir faire face aux difficultés. Il a sorti ce livre, Coronavirus, qui est aujourd'hui disponible pour tous ceux qui veulent le lire et l'acheter. Cette force que vous avez de trouver les mots qui sortent de vous, comment vous faites pour la maintenir? Parce que, vous savez, les génies, les talents, ça ne se maintient pas 50 ans. On a un peu un moment donné, on est connu et puis on disparaît. Vous êtes resté 50 ans au top. Bon, je constate aussi. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai un mode de vie, un mode de fonctionnement pratiquement comme un robot. Voilà. En ce sens que à 2h30 ou 3h30, ça dépend des fuseaux horaires, le sommeil On n'a eu plus de sommeil. On dit que c'est l'heure des génies à ce moment-là. Et si je veux rester au lit, je resterai au lit les yeux ouverts. Tous les jours. Tous les jours depuis 50 ans.
C'est ça. Alors donc vous vous levez Oui. et vous écrivez. Oui. C'est à ce moment-là que Voilà. ça, Donc ça atterrit. je sais que une émission comme celle-ci, nous prenons des précautions pour ne pas choquer les gens. Oui. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Il y a de la spiritualité dans ce que vous faites. La création, l'écriture, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous l'avez dit, l'homme ne connaît pas ses prouesses. Regardez ce que vous avez fait. Y a-t-il quelque chose de spirituel dans ce que vous faites? Vous savez, c'est des genres de réflexions que je ne voudrais pas faire. Oui. Je laisse ça aux autres. Moi, j'écris. Vous écrivez. À eux d'analyser, de tirer les conclusions. Alors, nous avons là vu la sortie du livre qu'on a présenté. Mais Tchèque Fita, c'est le théâtre. Les théâtres, ça se joue sur des planches. Les théâtres, c'est une mise en scène. Je crois d'ailleurs que sur ce plateau, dans notre télévision ici, nous avons parlé beaucoup, nous faisons un appel tout le temps pour le retour du théâtre, parce que le théâtre seul peut transformer une société. Nous avons des valeurs à transmettre aux enfants. Nous avons perdu beaucoup de qualités dans la société. Eh bien, vous voulez que les gens reprennent le modèle. Remettez les théâtres, le vrai théâtre. On va aller à Bruxelles, on va voir un tout petit peu une pièce, Lisanga, que vous avez certainement écrite et peut-être montée, qui sait, mais découvrons. Dorment-ils comme moi j'ai dormi pendant longtemps? Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Non. Excusez-moi. Est-ce que vous ne pouvez pas donner 5 minutes? Vous êtes pressé? Oui, je vois que vous êtes pressé. Vous allez travailler? Ah bon, vous allez juste voir un copain pour qu'il vous dépanne le cœur. Bon, donnez-moi juste 1 minute, hein. Merci. Je voudrais avoir votre avis sur les aventures qui viennent d'arriver. Durant longtemps, j'ai travaillé chez un expatrié. Il était venu chez nous maigre comme un homme en bouche. Et après un temps, j'ai vu qu'il devenait de plus en plus riche. Et ce matin, je suis allé le voir. Je lui ai parlé de notre situation sociale. Si je leur donnais de l'argent, ils s'arrêteraient? Oui. Si je leur donnais l'argent, ils m'écouteraient? Oui. Si je leur donnais de l'argent, ils me suivraient? Oui. Merci de vous être procuré le logiciel d'IRC. Ce logiciel a été conçu pour un petit nombre de Congolais qui voudraient devenir riches dans ce grand pays au sud du Sahara appelé RDC. Pour commencer, introduisez le code à 11 chiffres qui est sur votre plaquette. Tététon, t'entendez? Tétendez, tatam. Bienvenue. Merci de m'avoir accueilli avec votre logiciel. Je m'appelle Leontido. Je veux devenir riche. Pourquoi je veux devenir riche? Oui, je veux devenir riche. Je veux. Et vous voulez combien? Comme la richesse commence à 1 million, je veux 6 millions d'euros. Voilà. D'abord, la plus grosse partie, je vais l'employer pour réveiller tous mes compatriotes qui dorment comme moi j'ai dormi. Leur faire comprendre que dans ce grand pays que va être la République démocratique du Congo, il n'y a pas de raison de mourir de faim. Il y a des choses qui font que on souffre, c'est vrai. Il y a des individus qui font qu'on souffre, c'est vrai. Mais
c'est à cette cause-là que je vais m'attaquer en priorité. Ils ne donnent pas l'argent. Ça, c'est pour ton transport. Parce que je sais que tu vas rentrer chez toi, à pied, chez toi là, à Massina Petrosaï. Je me trompe? Il se trompe pas. Et l'argent pour le petit là, je vais donner parce que lui il est très intelligent. Moi j'avais doublé des classes. Il est un bon cerveau. Et puis il porte mon nom. Pour lui, je donne l'argent. C'est là. Merci, Yaya. Et pourquoi vous n'êtes pas riche? Voilà, Marcellus, je reçois ici M. Tchekfita pour ceux qui viennent de le rejoindre et je suis encore vraiment plongé dans des performances. M. Tchekfita, le one-man show, c'est quand même le théâtre le plus difficile. Comment vous allez... Effectivement. Oui, parce que vous demandez aux spectateurs de voir avec vous ce que vous voyez qu'ils ne voient pas. Oui. Il y a donc une partie invisible, parce que quand nous suivons ça, nous voyons ce que vous Oui, dites. effectivement, c'est ça Alors, la magie du théâtre. Quelle est cette magie-là? Oui, effectivement, c'est la magie. Oui. Vous savez, le théâtre, c'est un art extraordinaire. Oui. Extraordinaire. J'ai bien aimé que vous vouliez que ça revienne. Je suis venu pour ça aussi. Oui. Et donc, le théâtre, vous entrez au théâtre avec vos idées, vous sortez du théâtre avec ce que vous avez reçu là, tout simplement. C'est un don précieux, direct. Oui, oui. Là, en tout cas, en 1 heure de temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est comme chez le médecin, quoi. Et si on pousse plus loin, on peut le faire pour toute la société. Et peut-être que vous me poserez la question, c'est une des raisons, c'est une des actions que je vais mener pour mes jubilés de platine et d'or, c'est-à-dire, je vais monter des spectacles que je vais offrir aux Congolais gratuitement. Donc la télévision nationale est déjà preneuse, vous avez une télévision. Nous allons prendre ça aussi. Vous prenez, Oui, nous diffusons. vous diffusez. Alors, le principe Voilà. de... C'est après qu'on parlera. Voilà. Quand vous aurez diffusé 3, 4, Nous allons voir les faits un peu. Rappelez-moi maintenant. Mais dites-moi un peu quand même, le one-man show, vous l'avez écrit aussi? mais bien sûr, j'écris mes pièces. La pièce est écrite. Oui, elle est écrite, le livre doit être là-bas, je crois, parmi les livres qui sont là-bas. Je ne le vois pas encore. Non, il n'est pas là-bas. Ah, d'accord, c'est pas un problème. Non, il est Donc, dans c'est mon écrit. sac. Il est, oui, si. C'est écrit. Alors, je profite de l'occasion pour faire un peu un tout petit peu de pub. Hein. Laissez-moi faire la pub des belles choses. Vous faites la pub des choses toxiques, mais moi, laissez-moi. Donc, il y a d'abord le livre ici, Tchekfita, Coronavirus, Redevenir homme. Vous avez Franco et Deka, où on divorce. Cette pièce a été jouée énormément. Je crois que toutes les cités de la Gécamine à l'époque avaient reçu le don de cette pièce. Plusieurs fois, ils ont redemandé. C'était redemandé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, où le divorce est devenu pratiquement à la mode, il faut rentrer dans le théâtre pour pouvoir en comprendre l'essence. Je reviens encore à Moins Homme. Ces livres, pour moi, il est quand même une racine profonde, parce que Moins Homme a fait beaucoup bouger les choses. Et d'ailleurs, vous savez que Moins Homme a été écrit, et puis le film sur la Légion a sauté sur Kolwezi s'est inspiré beaucoup de Moins Homme. Ça, c'était fait par des Blancs. Par des Belges. La Légion sur Kolwezi, c'était un film que vous connaissez, mais celui-ci était déjà sorti. Bien avant. Alors, vous avez le syndrome de Cannes. Nous allons en parler tout à l'heure, parce que ce livre, quand je l'ai lu un tout petit peu, j'en avais quand même des frissons. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Les livres que j'ai ici, je crois qu'il y en a 10 que nous allons évoluer tout à l'heure pour en parler. Vous avez publié 10 et on peut ouvrir. Oui. Ok. Il y a une sortie là. Ah, d'accord. Ok, voilà. Donc nous avons... Ça, j'avais publié en une fois, 10, parce qu'il y en avait tellement, je m'étais dit, je finirais par ne jamais tout publier, alors on a fait ce coup-là.
Donc vous avez publié en une fois 10 ouvrages. Oui. Et je crois que c'était à l'époque où vous fêtiez vos 45 ans. 45 ans d'écriture, oui. D'écriture, hein, voilà. Mais avant qu'on ne revienne à ces livres, nous allons d'abord aller voir notre plateau, parce que le livre, il y a un autre livre, RDC, sous un coup de feu. Sans un seul coup de feu. Sans un seul coup de feu. Oui. Voilà, c'était le baptême a eu lieu à Bruxelles. Oui. Et nous allons d'abord à Bruxelles pour suivre ces baptêmes. Et puis je reviens sur ces 10 ouvrages. Okay. Suivons. RD Congo, sans un seul coup de feu, je te baptise au nom de l'État congolais et au nom de tous nos compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille pour cette liberté. Bravo. Merci. Amen. Lundi 25 mars 2019 a eu lieu à Bruxelles, au Press Club Bruxelles Europe, le baptême du livre RD Congo, sans un seul coup de feu, écrit par le philosophe et journaliste congolais Cheikh Fita. Édité par les éditions OCM de Kinshasa, ce livre de 512 pages retrace les 14 derniers mois précédant la passation de pouvoir entre Joseph Kabila, le président sortant, et Félix Tshisekedi, le nouveau président, dans un processus électoral dont la plupart des manettes étaient contrôlées par le pouvoir sortant. En 14 chapitres, l'auteur y reprend plusieurs réflexions, reportages des manifestations, rencontres des Congolais en Occident et spécialement à Bruxelles, la capitale de l'Europe, interviews de la plupart des personnalités congolaises de la politique, de la société civile, des mouvements citoyens. RD Congo, sans un seul coup de feu, est un témoignage unique sur le cheminement du peuple congolais vers l'aboutissement d'un combat qui dure en réalité depuis 4 décennies, avec comme fer de lance le parti du tout nouveau président, l'UDPS. Parti qui a défié toutes les dictatures et que plusieurs politiciens en quête de l'habit d'opposants ont souvent utilisé comme blanchisserie. RD Congo, sans un seul coup de feu, a été préfacé par l'ancien Premier ministre congolais Joseph Singa Oudjou. C'est par Paul Sapou, défenseur des droits de l'homme et secrétaire général de la FIDH, que le livre a été baptisé. À Kinshasa, la cérémonie de baptême du livre aura lieu le jeudi 28 mars 2019 à 15 h dans la salle Père Boka au CEPAS dans la commune de la Gombe. J'ai le plaisir de vous présenter cet ouvrage ici. Vous l'avez certainement vu il y a quelques années. C'est quand même une prise... parce que ce qu'on n'a pas dit, M. Cheikh Fita, vous ne voulez pas qu'on en parle. Non. Vous avez été à la conférence nationale souveraine. Vous étiez parmi les membres de la société civile. Les 100 oui, invités. Vous étiez parmi les 100 invités. Oui. Parce que le théâtre, déjà, vous avez fait connaître au point que votre pensée était attendue. Ouais. Donc vous avez quand même, vous êtes un activiste, je n'ai pas voulu le dire. Ouais. Vous défendez une cause. Et cette cause-là, c'est la République démocratique du Congo, c'est la démocratie. Alors quand il y a la première alternance démocratique dans le pays, ça vous inspire un ouvrage de beaucoup de pages. 512 pages. Oui. De quoi s'agit-il dans cet ouvrage? Bien, ce livre retrace les 14 derniers mois avant la passation de pouvoir. Donc, ce livre se termine avec cette photo-là. Donc, le jour où le président Kabila cède oui, et le livre se termine. Et ce n'est pas du théâtre, ça. Ce n'est pas écrit comme une pièce de théâtre. Non, ça, c'est un ouvrage. Voilà. En fait, comme vous l'avez dit, en Belgique, je suis journaliste. Ouais. Oui, donc j'ai un site qui est très visité. Et donc, j'ai couvert l'actualité du pays durant pratiquement 20 ans. Et donc, j'ai interviewé tous les opposants qui sont passés par Bruxelles, tous sans exception. Et donc, je reprends tous les reportages que je faisais. Et aussi, ce que les gens doivent savoir, c'est que Bruxelles, c'est une plaque tournante de la politique congolaise dans le monde. Et donc, la communauté congolaise de Belgique était souvent au front, a organisé beaucoup de manifestations, et a été à l'Union européenne, a été un peu partout, a bousculé pratiquement donc, le cadre politique belge. Et donc, tout ça, j'ai couvert.
Et parce que vous savez, notre malheur à nous les Congolais, c'est qu'on est dans la culture orale et puis on oublie. Moi je dis non, on ne doit pas oublier. Et donc 14 mois avant donc, la passation du pouvoir, vous avez fait... J'ai commencé... en fait, il y a eu un déclic. Je peux le signaler. Nikki Haley, l'américaine, était passée ici et avait donné une injonction à la CENI de l'époque pour qu'à telle date, il y ait des élections. En analysant tous les paramètres, je me suis dit, tiens, il y aura des élections. Ça veut dire que Kabila partira. Et si Kabila part, quelqu'un le remplacera. Celui qui le remplacera, ce sera sûrement un opposant. Ça, je le savais déjà. Et donc, en scannant tout ce qu'il y avait comme opposant, je sentais déjà que... Le président Félix allait venir. Même si lui-même, ça n'était pas encore rendu compte, mais en tout cas, la dynamique le portait. Oui. Parce que je vois déjà quand même une photo ici. Oui, je vais la décrire. Avec lui. Oui, ça c'est le dernier jour en Belgique de Félix Tshisekedi en tant que opposant. Voilà. Ce jour-là, il me reçoit chez lui, où on a pris cette photo, il passe sur TV5, et il prend l'avion, il vient au Congo pour la campagne. Depuis lors, il est devenu président. Voilà. Alors, dites-moi un peu, si quelqu'un dit, mais Tchèque Fita, il est quand même un journaliste, oui, mais il a les tendances de l'opposition de l'époque, qu'est-ce que vous diriez? Je dis que j'ai des tendances du changement. Notre pays, dans un de mes livres qui est là d'ailleurs, Peuple Mokonzi, que j'ai écrit bien avant, il y a plus de 20 ans, j'avais dit ceci, que le pouvoir appartient au peuple. Et le Congo, avec tout ce qu'il a comme richesse, il n'y a pas de raison d'être pauvre. Vous savez, je vais vous dire, en Belgique où je vis, le type qui ne travaille pas, le chômeur ou je ne sais pas qui est à l'assistance sociale, vous savez qu'on lui donne entre 1000 et 1200 euros par mois pour qu'il ne crève pas, pour qu'il vive. Or, ça, ici, qui a les ministres, les professeurs d'université. Voilà. Et la Belgique a quelle mine? La Belgique, voilà. Et nous, avec tout ce qu'on a comme mine, on est mal foutu de donner même $200 aux balayeurs de rue. C'est pas normal. Vous savez, et ça a toujours été parmi mes combats. Et je me dis, il n'y a pas de raison d'être pauvre au Congo. La raison vient du fait qu'on est pauvre là. Alors, il faut enrichir là-bas. Il faut sensibiliser les citoyens. Donc, votre le faire combat, comprendre, oui. Et pour cet enrichissement intérieur. Voilà. Très bien. Donc, quand l'homme change, il prend conscience de tout son pouvoir, on devient riche. Mais alors, on est encore loin du compte. Voilà la première pièce écrite par vous, je crois que oui, c'est ça, oui. Morte avant terme, alors que vous assistiez à cette pièce de théâtre à l'université de Lubumbashi, je crois au cinquantenaire. Oui. Vous avez donc écrit cette pièce qui est quand même, en tout cas, est-ce que je peux dire l'ancêtre de votre art dramaturgique. Si. Vous avez donc écrit cette pièce, je ne veux pas vous la présenter, vous l'avez vue, il faut acheter, il faut toujours venir encourager. Vous avez écrit Le ver et le fruit, oui. et je vois très bien que l'écriture est nuancée. Ouais. Le ver dont il est question ici, c'est le ver qui est dans les fruits. Hein? Donc, oui. Comme chez nous, au Kasaï, on dit Chichi Chilimungunda, Chichi Chilimungunda, Chilimungunda, voilà. Et donc, c'est quoi ça? Ça, c'est un recueil de contes. Ah, magnifique. Parce que j'ai travaillé comme animateur culturel en Belgique et j'allais dans les écoles et dans les résidences de troisième âge et les gens étaient friands de la culture congolaise. Donc, je leur racontais les contes d'ici et puis je leur apprenais la rythmique congolaise et tout ça, tous les arts du spectacle traditionnel. Et donc, quand j'ai commencé à faire les contes, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'il y en ait qui soient quand même publiés. Et c'est pour ça que j'avais fait celui-là et celui-là. Il est sur le réchauffement climatique. Magnifique. Donc, ce conte-là parle de quelqu'un qui, un jour, a décidé d'exploiter les matières premières du monde jusqu'à devenir riche, jusqu'à détruire les forêts. Et un jour, il s'est rendu compte que mais on a besoin d'arbres, il n'y a pas d'arbres.
Et dans le conte, on l'interprète, dit non, c'est ton grand-père qui était le premier à décider que le monde soit détruit comme ça. Donc, grosso modo, c'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, à la fin, je vais lire rapidement, vous dites, quand vous possédez un outil très précieux pour un objectif bien précis, évitez de céder aux gesticulations et aux provocations des gens. Et en perdant votre calme pour apaiser les gesticulations et les provocations, vous risquez de perdre votre outil et de ne pas atteindre votre objectif. Cheikh Fita, Bruxelles, le 27 janvier 2004. Voilà, le ver et les fruits, suivi de les chasseurs, le singe et l'éléphant, la rivière, la barque et les 4 amis. Oui. Alors, vous avez déjà parlé de Lisanga. Lisanga, oui, les gens ont vu l'extrait. Nous avons vu l'extrait, donc c'est parmi les 10 livres qu'il a publiés en même temps directement. Nous allons vite, rapidement, nous avons La Petite Menteuse. Ouais. Pièce de théâtre. C'est une pièce que j'ai écrite avant que je n'aille en Europe. En fait, avec le théâtre ici à Kinshasa, quand je suis arrivé, j'ai joué les pièces classiques, comme on les jouait au Katanga. J'ai constaté que ça ne passait pas. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Alors je me suis dit, non, les gens ne sont pas initiés au théâtre classique. Classique, donc ici c'est les Mamboké. Voilà, j'ai commencé à écrire le théâtre pour enfants. Je suis allé dans les écoles, la première année, la deuxième année, et la troisième année, ça avait pris. Donc on faisait jusqu'à 200 représentations par an, sans publicité. Toutes les écoles s'arrachaient nos spectacles. Et parmi ces spectacles, La Petite Menteuse. La Petite Menteuse. Pour la petite histoire, quand le président Tshisekedi présidait l'Union africaine, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, il avait financé la présentation de cette pièce aux mêmes lignes. On a joué pour les enfants, etc. etc. Donc, voilà. Merci beaucoup, Président, pour le soutien à la culture. Vous avez un pied sur la tortue. C'est encore un livre que vous avez écrit. Un guérisseur africain contacté par un homme qui a perdu 3 choses: l'habitude de manger, l'habitude sexuelle et l'habitude de vivre. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est... Vous savez, on a été colonisé par les Belges. Beaucoup de Belges se sentaient un peu congolais. Et ils ont noué des relations avec des Congolais. Et ici, c'est l'histoire du fils d'un colon qui était ami au fils du boy. Oui. Mais le boy, en dehors du fait qu'il était boy, c'était aussi un devin. Donc, il savait guérir des choses. Et donc, quand les Blancs sont partis chez eux, le fils du monsieur, il a grandi, et puis c'est lui dont on parle. Il dit, mais comment est-ce que je vais te guérir de ça? Il s'est souvenu qu'il avait un ami africain. Voilà, donc il est rentré dans la culture africaine. Et donc c'est cette rencontre-là entre lui et l'enfant. On peut deviner un tout petit peu ça, ce choc de culture, cette rencontre au sommet de la conscience. Comment ça peut donner? Voilà, nous allons rapidement, voyage au bout de la démocratie. Toujours vous, un livre qui a été écrit, je crois, depuis quelle année? Ça doit être 94 ou 96. C'est toujours dans le combat pour la démocratie. Oui, ça, voilà. Ça a une histoire. J'ai écrit en 94, je me souviens. Vous savez, à l'époque, j'étais parlementaire. Oui, oui. Il y avait Mobutu, il y avait l'Union sacrée, donc on se tapait dessus tous les jours. Nous, on voulait la démocratie, lui, il ne voulait pas. Ça m'a inspiré cette pièce. Mais quand j'ai fini et que j'ai fait lire aux comédiens, ils ont dit, Cheikh, personne n'a joué ça. Non, ils ont refusé. Ils dit, non, on n'a pas dit qu'on nous coupe la tête. Est-ce qu'on a déjà joué un peu un jour? Non, ça continue. Même aujourd'hui, les gens ont peur. 2 ans après, en 96, je dis, mais non. Vous savez, quand vous avez écrit une pièce, vous avez envie... C'est comme un enfant. Oui, c'est comme un enfant. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche. J'ai retouché. Vous avez atténué un tout petit peu. Ouais. J'ai dit, est-ce qu'on peut jouer? Ils ont dit oui. On a donné le premier spectacle au théâtre du Zoo. Quand ça a commencé, je crois 5-10 minutes après, les gens ont commencé à fuir la salle. On a terminé presque seul. Après, je dirais, les gens disent non, on ne veut pas qu'on nous arrête. Je dis non, moi j'ai écrit, j'ai signé. C'est moi qui ai signé. Mais vous qui venez voir. Les gens ont peur d'être exposés à la vérité. Voilà. Et heureusement,
l'ambassade américaine avait visionné ça, elle a dit mais c'est très bon, et avait acheté une trentaine de spectacles pour les instituts supérieurs, les universités. On a fait des tournées jusqu'à ce que Mobutu est tombé. On a arrêté. Mzee Kabila est venu. On a repris. C'était encore un peu chaud. Mais un jour, un des comédiens me dit, mais vous n'avez pas l'impression que ces personnages-là commencent à nous appeler? On a arrêté le spectacle, les productions. Voilà l'histoire. Parce que tu es sale, un autre. Oui, ça c'est pour livre. pour les enfants. Ok, vous d'accord. savez, c'est éduquer les enfants à la propreté, c'est à l'hygiène, et surtout aujourd'hui nous avons un nouveau gouverneur dans la ville. Voilà. C'est l'occasion de profiter pour impacter sur de nouvelles règles d'hygiène. Nous devons vivre dans une citoyenneté d'hygiène, et les théâtres peuvent nous aider. On l'a joué dans beaucoup d'écoles. Les théâtres peuvent nous aider à puiser les forces de la jeunesse pour la propreté. Et Peuple Mokonzi, vous en avez parlé un tout petit peu. Oui, ce livre, en fait, c'est un livre charnière. En l'an 2001, il y avait les accords de Sun City, et puis les politiciens se sont entendus pour que, on organise les élections. Et je me suis dit, tiens, on va organiser les élections. Avec quels électeurs? Les Congolais là. Je dis non, il faut leur donner un outil pour qu'ils sachent ce qu'ils ont comme pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le citoyen. Le pouvoir, c'est pas Babenga Mokonzi. Non, Mokonzi, c'est le peuple Mokonzi. Et donc, ça, c'est un livre d'éducation civique que j'avais écrit à l'époque. Voilà. Et donc, nous terminons par Cœur et sang. Oui. Un livre qui doit être certainement cher à votre vie. Qu'est-ce qu'il représente? Bon, Cœur et sang, en fait, je l'ai écrit à l'occasion de la naissance de mon premier fils. Ah, voilà. Oui. Bon, il est professeur au Japon actuellement. Aujourd'hui. Oui, il a 45 ans, donc c'est monsieur. Il est déjà grand. Oui, donc c'était en même temps l'année internationale de l'enfant. Et la caractéristique, c'est que, comme vous avez dit qu'on jouait dans beaucoup de cités de la Gécamine, des moments, la Gécamine aussi me demandait de traiter certaines thématiques, entre autres le thème de l'enfant. Et je crois qu'il y a un problème de jumeaux aussi. Oui, ils sont des jumeaux. Oui, et les parents les ont jetés. Ils ont jeté. En jetant les enfants, eux, ils ne conçoivent plus. Et puis ils commencent à rechercher trop tard. Bon, voilà. Beaucoup de livres, vous voyez, on ne sait pas épuiser la vie de Tchèque Fita, parce que là, nous n'avons parlé que du dramaturge et de l'écrivain, mais il reste encore le journaliste. Vous voyez, il a écrit, heureusement, il y a quand même le livre sur le Congo, sans un coup de fil, un coup de feu. Mais il y a aussi le fait, peut-être que je spécule, mais Tchèque Fita, vous êtes né à Chinkolobwe. Oui. Peut-être que votre énergie vient de l'uranium qui est dans le sous-sol. Parce que la force que vous avez de vous déployer, peut-être est venue de là. C'est possible, beaucoup. Parce que l'irradiation que vous avez... Beaucoup de gens me le disent. Oui. C'est pas exclu. Bon, je suis pas médecin. C'est pas moi. C'est pas à moi de chercher, mais en tout cas, c'est possible. Alors, voilà. Vous avez écrit, vous avez des ouvrages. Quel est le programme que vous avez? Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons voulu seulement montrer que dans quelques jours, dans quelques mois, vous allez fêter les 50 ans d'écriture. C'est presque tout un... Il y a un patrimoine énorme que vous léguez à la postérité, non seulement sur le théâtre, mais sur les contenus de toutes les choses que vous dites dans les pièces, mais sur l'écriture aussi, parce que ça se perd aujourd'hui, l'écriture et le parler de notre langue française. Vous avez tout ça, il y a la langue qui est dans cet ouvrage. Qu'est-ce que vous faites quoi demain? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les grands événements que nous devons s'attendre? Quand je suis revenu ici, j'ai constaté que d'abord, en partant, les gens lisaient les journaux. Oui. Même les journaux, les gens ne les lisent plus. Donc, ils ne lisent plus rien du tout. Ce qui est très dangereux. Vous savez que parmi les 7 arts majeurs, l'homme, l'art, c'est pour l'homme, ce n'est pas les animaux. Les animaux, l'art, ça ne leur dit rien. C'est typiquement humain. Parmi les 7 arts majeurs, il y a la poésie,
il y a le livre qui est le support, il y a le théâtre, on appelle ça les arts vivants. Et comment est-ce que nous, on peut se permettre d'avoir une société où on ne lit pas? Comment on accède? Une société où on ne va pas au théâtre, parce que le théâtre, la magie du théâtre, nous en avons parlé tout à l'heure là, le théâtre peut changer la société. Et donc moi je me suis donné comme objectif de faire la promotion de la lecture des livres et puis de faire la promotion du théâtre classique. Parce que le théâtre classique, c'est des textes pensés, réfléchis, toilettés avant d'être joués. C'est pas, on arrive, celui-ci balance une phrase, tout ça, il porte un slip à la tête, il peut... Non, c'est pas ça le théâtre. Le théâtre, c'est un art majeur. Et donc, qui devrait rentrer et donc, dans le mœurs et dans les décisions. Voilà. Et le malheur de ne pas voir le bon théâtre, vous savez, c'est quoi? On commence à faire du théâtre, entre guillemets, sa vie devient comme un théâtre, mais comme on n'a pas de contenu, on fait du mauvais théâtre avec une mauvaise mise en scène, des mauvais comédiens connaissent eux-mêmes et des mauvais textes. C'est ça la société congolaise aujourd'hui. Et on doit la changer. Voilà. Vous êtes aussi journaliste et c'est peut-être la dernière fois que dernière partie de l'émission. Oui. Voilà le magazine que je vous présente, Congolais de Belgique. Oui. Pourquoi avoir pris ce nom-là? Bon, en fait, en 2006, j'ai créé un blog, Cheikh Fita News, et qui avait comme sous-titre « Info en ligne des Congolais de Belgique ». Bon, il y a actuellement au moins 5000 articles que j'ai publiés, des tas de reportages, des vidéos, etc. Les vidéos, je ne les fais plus parce que, bon, depuis qu'il y a eu changement, ce n'est plus la peine. Parce que c'était un outil de combat. Ouais. Et donc, mais on a toujours besoin de l'information. En Belgique, il y a une grande communauté congolaise. En Belgique, en France, en Grande-Bretagne. Et elle est intéressée à la politique et la vie de son pays. Et ici, on a toujours ce petit lien avec la Belgique. Donc, il y a quand même un terrain commun. Un public pour ça en Belgique? Oui, un public pour ça. C'est-à-dire que tous les Congolais, ça les intéresse beaucoup. Ici, malheureusement, c'est plus les décideurs, etc., qui ont quand même de temps en temps besoin d'avoir un support écrit. Oui. On va pas gérer le pays en racontard. Donc, voilà. Alors, dites-moi, évidemment, vous êtes resté longtemps en Belgique, vous êtes rentré ici. On constate quand même une certaine difficulté aux Congolais qui sont partis. En fait, le Congo ne bénéficie pas vraiment de manière substantielle de tous ces fils qui sont partis, qui ont quand même la technologie, les moyens. Pourquoi le retour est difficile? Pourquoi le Congo ne s'ouvre pas à utiliser cette compétence? Bon, c'est un problème sérieux. Personnellement, comme vous le savez sans doute, j'ai été aussi activiste. J'ai organisé beaucoup de manifestations, j'ai mis les gens dans la rue, etc. Il arrive des moments où le Congolais se sent Congolais. Et puis, subitement, on est unis, on fait des grandes actions. Mais il y a toujours un démon qui revient là, et puis on se tape dessus, on s'insulte. Et ce qui est ennuyant, c'est que les autres communautés, les Turcs, les Marocains, les Camerounais, ils s'organisent facilement et ils décollent facilement. Et par exemple, les Maliens de France, c'est une grande force. Nous, on est une force disparate, on n'a pas de structure. En fait, il faudrait qu'il y ait quand même le pouvoir puisse aussi, parce que durant longtemps, ils ont été plus opposés au pouvoir. Maintenant que le pouvoir vient des gens de là-bas, il faudrait qu'il y ait quand même une action un peu plus réfléchie pour pouvoir les intégrer. Parce que si on réussit à le faire, c'est une richesse énorme. Alors, Cheikh Fita, on va terminer cette émission. Quel est le personnage que vous avez le mieux joué dans vos pièces? Vous avez incarné il y a tellement des rôles que vous avez joués, mais le personnage que vous avez joué, qui vous a marqué, qui vous a séduit, qui vous a pris en tenaille,
C'était qui? Dans quelle pièce? Bon, c'est difficile à répondre parce que, en fait, c'est une sorte de confidence. Quand je joue, souvent, c'est pour pallier au À un fait acteur. que... Oui, voilà. Oui, Alors, vous avez mis en scène, Oui, oui. mais il n'y a Moi, pas un acteur. je préfère faire la mise en scène, donc mettre en scène des grands comédiens qui explosent, que moi-même, bon, j'ai le talent d'acteur, je le fais avec plaisir, mais je ne me considère pas beaucoup comme un comédien. Ma carrière n'est pas de comédien. Ma carrière est plus d'écrivain et de metteur en scène. Bon, il faut dire que quand je joue un rôle, je le joue avec plaisir, avec amour, avec toute l'intelligence. Mais vous avez pour joué que les moins gens- homme, hein? Moins homme, j'ai joué un rôle secondaire. J'ai joué un soldat. Oui, oui. Un soldat seulement. Alors que les personnages principaux, c'était Monsieur Suarez, Madame Suarez, Alain Suarez, et Ilunga et tout ça. Oui, oui. Oui, voilà. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais lire juste un petit extrait avant de terminer de le syndrome de Cannes. Hein? Alors, il y a tellement de choses qui sont dites dans le... hein? Ça, c'est un blanc qui parle. Hein? Oui, Bettencourt. oui. Écoutez, prenez votre argent. Je sais que le rêve de beaucoup de gens ici, c'est de venir chez nous. Il est permis de rêver, mais il n'est pas conseillé de prendre ses rêves pour la réalité. Le rêve peut être très désagréable. Venir en Europe grâce aux recettes que vous avez faites avec cette guimbarde. Allez, au revoir. Tout le plaisir a été pour moi. Il s'en va. J'ai aimé cette partie parce que ça symbolise un peu la tragédie. Ouais. Nous nous battons pour avoir un rêve, pour le réaliser. Mais parfois on nous dit, mais écoutez, Ouais, ça ne sert à rien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je vais demander à mon invité, je vous ai dit que c'était une émission que je faisais un peu comme pour payer une forme de dette que j'avais moi-même à l'égard de cet homme qui nous a pris dans sa caravane. Je vous l'ai dit, ils sont très nombreux, Patrick Mouyaya, Dominique Poundou, et beaucoup, Dr Guy Kalambay, tous, quand on était jeunes, jouer dans une pièce de Cheikh Fita, c'était comme si on entrait à Harvard. Parce qu'on avait en même temps la popularité, on avait la maîtrise de la langue, et puis on était quand même comme une forme d'élite, parce qu'on jouait des personnages peut-être riches, alors que nous-mêmes on était pauvres. Cheikh Fita, merci pour tout ça, pour tous les acteurs, pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Nous ne pouvons que prier pour que les jeunes puissent suivre votre modèle. Alors, votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est que il faut croire en quelque chose. Il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut découvrir les talents qu'on a. Il faut l'exploiter au maximum. Si tous les talents qui sont dans ce pays étaient exploités, non, le Congo serait vraiment un paradis terrestre. Voilà. Bon anniversaire déjà anticipativement pour vos 70 ans d'âge. Merci. Et vous ne les paraissez pas du tout. Donc, mais bon, quelle jeunesse éternelle. On dit que ceux qui ont le savoir restent jeunes. Bon anniversaire, mais surtout aussi, félicitations pour les 50 ans d'écriture. Merci beaucoup à votre chaîne de télévision aussi. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs. Vous avez tout suivi. Cette émission est arrivée à sa fin. C'est avec plaisir que j'ai reçu Cheikh Fita, un dramaturge, un philosophe, un écrivain d'abord. Cette écriture restera éternelle et il faudra le faire découvrir à nos enfants, le faire découvrir à nos petits-enfants, parce que c'est de la culture congolaise et cette culture-là, elle est meilleure, elle est raffinée. Au revoir et à la prochaine.